laisse la parole, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Moi j'avais cru entendre au travers des différentes déclarations d'un ministre qu'il y avait des tas de possibilités d'ouverture, que les choses allaient évoluer et qu'on allait revenir sur un certain nombre de sujets. On va voir ce que la Commission décide. Bien, de façon sérieuse sur cette proposition de loi. En fait, on se rend compte que dans cette période, on a une croissance qui est quand même une croissance molle, même si croissance il y a, elle est faible. On a 1% attendu cette année et peut-être moins eu égard en fait à la croissance nulle du second trimestre, mais de toute façon une croissance qui ne génère pas d'emploi. Et c'est bien là l'un des problèmes. On a 5 726 300 demandeurs d'emploi, catégorie A, B et C sur la France entière. On a des entreprises qui n'investissent plus parce que la confiance n'est pas là. Et la confiance, en fait, elle se construit. Elle ne peut se construire que lorsque le discours pro-entreprise, et le Premier ministre a dit « j'aime l'entreprise » à 2 reprises l'année dernière à une assemblée du MEDEF, est constamment infirmé par des dispositions qui sont votées et qui finalement sont un peu contraires à cet esprit. C'est pour ça que nous avons déposé cette proposition de loi qui propose donc d'abroger un certain nombre de dispositions qui ont été votées et qui nous semblent en contradiction avec justement avec le discours actuel. Elle revient plus particulièrement sur des mesures qui font peser des contraintes supplémentaires sur les entreprises, sans pour autant apporter d'ailleurs de bien-être ou de bien-être aux salariés de ces entreprises. Pour passer très rapidement les articles en revue, si vous voulez bien, l'article 1 est un article de suppression du compte de prévention de la pénibilité. Le dispositif de prévention de la pénibilité est un dispositif qui part d'ailleurs d'une bonne intention. Il existait déjà, il avait été mis en place. Il était d'ailleurs lié à un certain nombre de critères et en particulier à des critères médicaux. Aujourd'hui, le texte est bien trop complexe. Le gouvernement d'ailleurs l'a reconnu en supprimant la fiche individuelle et en limitant les critères. La fiche individuelle était totalement impossible à remplir pour les entreprises. Et c'est un point qu'il faut mettre d'ailleurs au crédit du gouvernement. Ceci étant, en 2030, le coût sera environ de 2,5 milliards pour des cotisations qui représentent 800 millions. On a donc un écart formidable entre les cotisations et le coût réel et les cotisations. Et à terme, finalement, on s'oriente vers des créations à nouveau de régimes spéciaux de retraite, ce qui, à mon sens, n'est pas du tout dans l'actualité. Par ailleurs, on dissout ce compte personnel, on dissout ce compte de prévention de la pénibilité dans un compte personnel d'activité. Et ça, c'est un autre point sur lequel il faut insister, puisqu'en fait, à partir du moment où ces comptes, les différents comptes, je pense au compte de formation, je pense en fait à ce compte de prévention de pénibilité, on se rend compte qu'il y a une instabilité législative qui est permanente et qui augmente en plus la complexité de nos systèmes. Il nous semble à nous, les Républicains, que les lois précédentes sont suffisantes et que les lois sur les accidents du travail, sur les maladies professionnelles, la réforme des retraites d'ailleurs de 2010, le dispositif des carrières longues, et il suffit d'appliquer en premier temps ces textes, éventuellement par un certain nombre d'améliorations, mais en tout état de cause, le dispositif tel qu'il est un frein au développement de l'emploi. L'article 2 est un article de suppression de la durée minimale du temps de travail de 24 heures. On en a déjà longuement discuté ici, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Il est évident que cette disposition, qui est d'ailleurs résulte d'un accord national interprofessionnel, et oui, d'accord, oui, tout à fait, je le dis, parce qu'il faut être conscient, mais c'est aussi la limite, mon cher collègue, on y reviendra, mais de l'exercice entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Et d'ailleurs, certains des signataires aujourd'hui ne se gênent pas pour dire et regretter en fait cette disposition. Une disposition qui est une barrière
d'ailleurs une barrière psychologique pour certains employeurs, parce qu'il y a déjà des dérogations, on a des dérogations possibles, on le voit très bien, en particulier, par exemple, pour les étudiants qui ont moins de 26 ans et qui peuvent bénéficier de ces dérogations. On le voit sur des métiers comme les métiers d'aide à domicile en milieu rural, enfin tout ce qui était aide à domicile. Or, en fait, l'objectif d'ailleurs de cette mesure était bien de limiter au maximum la précarité. Or, dans certains métiers comme ceux de l'aide à domicile, on sait bien que les emplois du temps sont hachés et qu'il y a des durées de travail faibles mais réparties dans la journée. Donc, et d'ailleurs, nos voisins européens ont su résister à la crise de 2008 en ayant d'ailleurs recours au travail partiel. L'article 3, c'est l'abrogation des mesures qui ont été introduites par la loi 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle. En fait, cette loi, qui plutôt qu'un numéro, c'est la loi Florange, qui en fait était une promesse de campagne du candidat à la présidence de la République et qui finalement, on s'en rend compte aujourd'hui, ne change rien quant à la fermeture des sites. Et elle entrave plutôt qu'elle ne résout un certain nombre de problèmes. J'ai encore le cas récemment dans ma région, et je peux vous dire que c'est un peu compliqué. C'est de plus une barrière psychologique, en particulier pour les investissements étrangers. L'article 4 est l'abrogation de mesures introduites dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire, la loi 2014-856 du 31 juillet 2014. Et empêche en fait la création de cette loi, limite plutôt qu'empêche d'ailleurs, la création d'entreprises de taille intermédiaire. Et même le gouvernement l'a d'ailleurs reconnu en revenant sur certaines mesures dans la loi Macron, et notamment l'obligation d'information. Bon, je pense qu'il faut laisser aux entreprises fluidité et souplesse. L'article 5 est un article de suppression de la majoration de la part patronale à la contribution d'assurance chômage pour les contrats à durée déterminée de courte durée. Autant, effectivement, on peut se pencher sur le fait et sur l'idée que dans les contrats de courte durée, il y a un risque de précarisation et c'est effectivement un des problèmes que nous avons contre lesquels nous avons à lutter. Autant cette mesure, lorsque l'on analyse maintenant, aujourd'hui, on se rend compte de quoi? On se rend compte que le taux de contribution chômage est fixé à 6,40%, 4% en charge des employeurs, 2,40% à la charge des salariés. Et toutefois, la part patronale de la contribution est majorée pour les contrats, donc à durée déterminée. Elle passe à 7% pour les contrats de durée inférieure ou égale à 1 mois, 5,5% pour les contrats entre 1 et 3 mois, et 4,5% pour les contrats d'usage d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Et cette majoration est aussi issue d'un accord national interprofessionnel, je le redis pour éviter tout à l'heure de l'entendre de la part de certains collègues. Et les auteurs de cette proposition de loi ne contestent pas en fait le principe de la modulation des cotisations d'assurance chômage dans le but de faire intégrer aux employeurs le coût social, parce qu'il existe un coût social, et un coût financier de leurs décisions en matière de contrat de travail. Toutefois, pour que ces mesures de taxation d'un comportement qui est jugé peu conforme à l'intérêt général et une chance de produire des résultats, c'est-à-dire en fait avoir un recours plus massif aux contrats à durée indéterminée, il faut libérer les entreprises de charges qui pèsent sur elles, des charges financières, mais aussi des charges administratives. Par ailleurs, les chiffres de l'UNEDIC nous montrent que, au départ, les recettes escomptées étaient de l'ordre de 250 millions de mémoire, et elles sont en fait en réalité de 70 millions, alors que les taxations correspondantes pour les entreprises sont environ de 50 millions, contrairement aux 100 et quelques millions qui étaient escomptés. Ce qui fait que finalement l'impact financier réel tel qu'il est relativement, même plus que relativement, est très faible par rapport à la complexité que cela engendre. L'article 6, c'est un article de suppression de restrictions au financement de l'apprentissage. Oui, c'est une mesure que j'ai combattue effectivement lorsqu'il y a eu la loi de 2014, la loi 2014-288 du 5 mars, relative à la formation professionnelle, à l'emploi, à la démocratie sociale, qui a restreint en fait le nombre d'établissements éligibles au barème de la taxe d'apprentissage en fixant une liste limitative des catégories des établissements qui sont susceptibles d'y prétendre.
Cela a permis de renforcer les moyens des régions, passant de 1 529 000 en 2012 à 1 653 en 2015. Et la part de la taxe du dite barème a été en revanche réduite d'environ 50 millions d'euros en 2015 par rapport à son évolution à la baisse qui était déjà engagée d'ailleurs depuis 2011. Et ça exclut également du financement les écoles et les campus qui sont créés à l'initiative des entreprises. C'est-à-dire qu'on est au travers de cette mesure, on supprime la possibilité, enfin supprime, oui, on diminue la possibilité pour 1400 établissements d'enseignement privés qui forment chaque année 450 000 étudiants et qui emploient 37 800 formateurs. On l'empêche de créer finalement et de promouvoir ce qui est, je pense, et ça a été redit d'ailleurs très récemment par le Premier ministre, promouvoir l'apprentissage qui est une voie, c'est pas la voie, mais c'est une des voies, qui est une des voies pour effectivement intégrer l'emploi. Voilà, mes chers collègues, l'article 7 étant en fait la suppression du plafonnement du nombre de stagiaires dans les entreprises. Et un décret vient de sortir récemment, c'est la semaine dernière, je crois, de mémoire, passant effectivement de 10% à 15% de l'effectif. Je pense que ce n'est pas un problème de quota, c'est un problème par rapport d'abord à la responsabilité des entreprises, et ça je pense qu'il faut le contrôler par rapport à ça, et l'inspection du travail est là pour ça aussi, et puis par rapport aux conventions de stage qui peuvent être faites. Mais je pense que ça limite aussi également, même si le stage doit rester, j'insiste bien, dans le cursus scolaire ou universitaire, apprentissage scolaire ou universitaire, c'est quand même un système qui va diminuer le nombre de stagiaires, qui en plus donne une nouvelle insécurité par rapport aux entreprises. Je rappelle qu'il y a quand même 1 600 000 stages qui sont signés chaque année dans le cadre légal. Et donc, on risque d'avoir, et je connais déjà d'entreprises, qui prennent un certain nombre de dispositions pour prendre moins, voire plus de stagiaires. Voilà les éléments de cette proposition de loi, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais laisser maintenant la parole au groupe.